Salam alaikum wa rahmatullah. On continue nos exercices d'application sur le théorème de Rand-Banach. On est arrivé à l'exercice 4. Je vais vous lire l'énoncé. Soit E, un espace vectoriel normé sur R. On appelle la topologie faible sur E. La topologie la plus grossière, c'est-à-dire celle qui contient le moins d'ouverts, le plus petit nombre d'ouverts, tau sur E, c'est-à-dire la plus petite au sens de l'inclusion. Donc, la topologie qui fait que pour tout f dans E', donc une forme linéaire continue, et continue pour la norme définie sur E, alors pour toute forme linéaire continue, f reste continue en tant qu'application de E tau dans R, muni de sa topologie usuelle. Donc, cette topologie tau, par définition, on appelle la topologie faible, c'est la topologie, la, la, la topologie la moins fine, hein, donc celle qui contient le moins d'ouvert possible, qui fait que pour tout f dans E', donc pour toute forme linéaire continue sur E, continue au sens de la norme de E, reste donc continue en tant qu'application de E tau dans R muni de sa topologie usuelle, donc de sa norme usuelle qui est la valeur absolue. La première question, montrer que E tau est séparé. Donc, Hausdorff, c'est-à-dire donc montrer que la topologie tau est séparée. Deuxième question, supposons que E est de dimension infinie, alors montrer que tau n'est pas normable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas la définir à partir d'une norme, ou bien qu'il n'existe aucune norme qui génère cette topologie tau. En fait, on peut même montrer que tau n'est pas maîtrisable, c'est-à-dire qu'il n'est pas associé à une distance. Mais bon, ici, puisqu'on est dans les espaces normés, on va montrer seulement que tau n'est pas normable. Alors, bien sûr, ici, pour résoudre donc cet exercice, on a besoin du théorème de Rand-Banach, et plus précisément, on a besoin de la seconde version géométrique du théorème de Rand-Banach. On a besoin de la seconde version géométrique du théorème de Rand-Banach. Donc, je vais rappeler ça. Donc, je vous rappelle que j'ai déjà fait une vidéo introductive sur le théorème de Rand-Banach. Donc, vous allez trouver toutes les versions importantes de ce théorème-là, y compris donc cette version qu'on appelle donc seconde version géométrique du théorème de Rand-Banach. Alors, je vais vous lire rapidement l'énoncé. Soit E, un espace vectoriel normé réel, et A et B, deux convexes non vides et disjoints. Donc, vous avez deux parties convexes non vides disjointes de E. Supposons que l'une d'elles est fermée et l'autre est compacte, alors on peut les séparer par un hyperplan fermé de E. Ce qui veut dire, analytiquement, qu'il existe f dans E', donc une forme linéaire continue sur E, non identiquement nulle, et qu'il existe alpha dans R, tel que l'on est, donc cette inégalité. Donc vous avez cette double inégalité, donc fx inférieur strictement à alpha et inférieur strictement à f de y. Bon, voilà. Donc maintenant, je passe à vous donner donc la solution. Avant cela, je vous demande de partager au maximum cette vidéo et si vous avez apprécié, faites un j'aime, ça m'aidera. Donc ça m'encourage à vous donner plus, à faire plus de vidéos. Alors on passe à la solution. Solution. Alors la première question, donc on cherche à démontrer que tau est séparé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire séparé? Ça veut dire pour tout xy
dans E, x différent de y, on peut trouver un voisinage de x et un voisinage de y qui sont disjoints. Donc, on va alors fixer et on va considérer x, y, deux points de E tels que x est différent de y. Et on cherche donc un voisinage de x. Bien sûr, le voisinage, c'est par rapport à la topologie taux. Et un voisinage de y tel que, qui sont donc disjoints. Alors, ce qu'on va faire, on va appliquer donc la seconde version du théorème de Halbach. Donc, on va considérer les ensembles suivants. On va prendre A par exemple, c'est l'ensemble donc singleton X, et B, c'est l'ensemble singleton Y. Voilà. Donc, j'applique la seconde version du théorème de Halbach, la seconde version géométrique du théorème de Halbach pour ces deux ensembles particuliers qui sont bien sûr convexes parce que ce sont des singletons. Donc, comme A et B sont des singletons, A et B sont convexes, car ce sont des singletons. Et vous avez bien A inter B, donc des convexes non vides, bien sûr, des convexes non vides et disjoints. Non vides, on va ajouter ça ici. Donc, des convexes non vides et disjoints parce que X est différent de Y. Alors, est-ce que l'un d'entre eux est fermé et l'autre est compact? Ça, c'est clair parce qu'on est dans un espace E, c'est un espace normé, espace vectoriel normé réel, donc il est métrique, il est donc séparé. Et dans un espace séparé, toute partie fermée est un compact. Donc, toute partie, pardon, dans un espace séparé, toute partie finie est un compact, donc c'est un fermé. Donc, A et B sont tous les deux compacts. A et B sont compacts, car ils sont finis. Une partie finie d'un espace séparé est toujours compacte, donc fermée. Donc, vous voyez, les deux sont compacts, donc sont fermés. Alors, on peut donc appliquer la seconde version géométrique du théorème de Halbach. Donc, d'après la seconde version géométrique du théorème de Halbach, on peut séparer A et B strictement, on peut les séparer strictement par un hyperplan fermé. Donc, qu'est-ce que ça veut dire analytiquement ça? Donc, il existe F dans une forme linéaire continue qui n'est pas identiquement nulle. Alors, continue, c'est bien sûr par rapport à la norme définie sur E. Donc, il existe une forme linéaire continue, non identiquement nulle. Il existe alpha réel, tel que les points de A vérifient donc f de ces points, c'est inférieur strictement à alpha. Et comme il y a un seul point, donc il y a juste f de x est inférieur strictement à alpha. Et les points de B vérifient alpha est inférieur à f à l'image de ces points. En fait, on dit les vecteurs à l'image de ces vecteurs. Donc, ici, comme il y a un seul vecteur, c'est y, donc alpha est inférieur à f de y. Donc, vous avez cette double inégalité. Maintenant, donc, qu'est-ce que ça signifie ça? Donc, on peut écrire ça autrement, on va dire x appartient à f-1 de l'ensemble moins l'infini alpha, de l'intervalle moins l'infini alpha. Parce que f de x se situe dans cet intervalle moins l'infini alpha. Voilà. Et puis, la même chose pour y. Donc, y appartient à f-1, cette fois-ci, donc de alpha plus l'infini, parce que f de y donc appartient à cet intervalle. Alors, d'où l'idée donc de prendre U, ça je vais l'appeler U, ça je vais l'appeler V.
Alors maintenant, je regarde U et V. Bon, ils sont disjoints parce que si je prends un point de U, alors son image est dans l'intervalle moins l'infini alpha. Et si je prends un point de V, son image, c'est dans l'intervalle alpha plus l'infini. Donc, comme les intervalles moins l'infini alpha et alpha plus l'infini sont disjoints, alors les images réciproques par F sont aussi disjointes. Donc, vous avez U inter V est égal à l'ensemble vide. Et puis, vous avez X dans U et Y dans V. Alors maintenant, regardons U et V par rapport à la topologie tau. Par définition de la topologie tau, vous avez donc toute forme linéaire continue sur E, continue par rapport à la norme d'origine de E, doit rester continue par rapport à tau. Donc ici, notre F, donc par construction, ou bien par définition de tau, l'application, donc F, alors cette fois-ci, on va la considérer comme application de l'espace de tau dans R minute de sa topologie usuelle, c'est-à-dire de la norme usuelle qui est la valeur absolue. Donc, par définition de tau, cette application-là est continue, parce que c'est une forme linéaire, donc continue par rapport à la norme d'origine. Donc, cette application continue. Donc, l'image réciproque de tout ouvert est un ouvert. Donc, en particulier, donc, f-1 de moins l'infini alpha, ça c'est U. Moins l'infini alpha, c'est ouvert. Et donc, f-1 de alpha plus l'infini, ça c'est V. Cet intervalle alpha plus l'infini, c'est aussi donc un ouvert de R. Donc, ici, donc, c'est des ouverts. V sont des ouverts de E tau. Voilà. Donc, en fait, c'est des voisinages. Donc, U est un voisinage de X. Donc, puisque U, c'est un ouvert qui contient X, donc U est un voisinage de X par rapport à tau. V, c'est un voisinage de Y par rapport à tau. Et on a vu que U inter V est égal à l'ensemble vide. Donc, j'ai pu trouver un voisinage de X par rapport à tau, un voisinage de Y par rapport à tau, qui sont disjoints. Et c'est ça la séparation, d'où tau est séparé. La topologie tau est séparée. Topologie faible est séparée. Alors, j'espère que c'est clair. On passe maintenant à la deuxième question. La deuxième question est moins évidente. Alors, on suppose que E est de dimension infinie. Donc, supposons que E, donc dimension de E, est égale à plus l'infini. Et on va montrer que tau n'est pas normal, c'est-à-dire qu'il n'existe aucune norme qui génère cette topologie tau. Alors, il est clair qu'on va procéder par l'absurde. Alors, procédons par l'absurde en supposant, procédons par l'absurde. Donc, je suppose le contraire, en supposant qu'il existe une norme N sur E, qui génère, bien qui engendre, cette topologie tau. Et on considérons l'ensemble suivant. La partie suivante de E, on va l'appeler B. Alors, B, ça va être donc l'ensemble des X dans E, tel que Nx est inférieur à 1. Ça, ce n'est rien d'autre en fait que la boule ouverte de centre de l'origine de E et de rayon 1. Mais la boule ouverte par rapport à la norme N. Ici, vous avez N de X moins 0. Inférieur strictement 1. Donc, je considère en fait la boule ouverte
de centre l'origine de E et de rayon 1 par rapport à cette norme N qui génère taux. Alors, donc maintenant, on doit chercher une contradiction. En fait, cette boule ouverte par rapport à N est bornée par rapport à taux. Donc, B, bornée par rapport à N, pardon. Donc, B est bornée parce que c'est une boule ouverte. Est bornée par rapport à taux, par rapport à N. Est bornée par rapport à cette norme N. Et maintenant, je vais démontrer le contraire. Je vais contredire ça en montrant que B n'est pas borné. Bon, on va montrer plus précisément que B va contenir un espace vectoriel non nul. Et un espace vectoriel non nul, il est non borné. Donc ça va entraîner que B est non borné et ça donne une contradiction. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, on sait qu'une boule ouverte dans un espace métrique est un ouvert. Donc, B est un ouvert par rapport à N. B est un ouvert. Pourquoi c'est un ouvert? Parce que c'est une boule ouverte. Donc, c'est un ouvert par rapport à N, c'est-à-dire par rapport à taux, parce que N, ça génère taux par rapport à N, donc par rapport à taux. C'est-à-dire, en d'autres termes, B, ça appartient à taux, à cette topologie taux, par rapport à taux. Donc, B, en fait, ça appartient à taux. Alors, donc, mais taux, comment elle est définie? Taux, c'est la topologie la moins fine, donc celle qui contient le moins d'ouverts possible, telle que toute forme linéaire continue sur E, continue par rapport à la norme d'origine de E, reste continue en tant qu'application de E taux dans R. Donc, en fait, mais taux, donc, est engendré par les parties de E, ou bien les sous-ensembles de E, de la forme. Alors, qu'est-ce qu'elle doit contenir tout? Elle doit contenir pour que F, si je prends F, une forme linéaire continue sur E, donc continue par rapport à la norme d'origine de E, je dois avoir F-1 de tout ouvert de R, soit un ouvert de tout. Je dois avoir donc F-1 de O appartient à tout. C'est ça qui est exigé. Donc, en fait, tout, c'est la topologie engendrée par les sous-ensembles de E qui sont de cette forme, avec F dans le prime, donc forme linéaire continue par rapport à la norme d'origine de E, et O, un ouvert de R. Un ouvert de R. Voilà donc les ensembles, en fait, les parties de E qui génèrent tout. Parce qu'on ne demande que ça. Donc, toutes ces parties-là vont générer, c'est elles qui génèrent donc notre topologie tout. Maintenant, la topologie engendrée par une famille d'ensembles, comment l'obtenir? On prend toutes les intersections finies de ces ensembles, et puis on prend toutes les réunions quelconques, donc finies ou infinies, de ces intersections finies. Donc, je répète ça. Donc, la topologie générée ou engendrée par une famille d'ensembles, alors pour l'obtenir, je considère toutes les intersections finies de ces ensembles, puis toutes les réunions de ces intersections finies. Donc, en fait, notre ensemble B, il est donc une réunion d'intersections finies de ces ensembles. Donc, puisque B c'est un ouvert par rapport à tout, donc B est de la forme, ou bien est une réunion d'ensemble de la forme, réunion quelconque d'ensemble, ou bien c'est-à-dire de sous-ensemble de E, réunion d'ensemble de la forme, donc intersection finie
Donc, F, je prends FI moins 1 de OI. Et donc, voilà. Donc, B est une réunion de parties de E qui sont de cette forme. Alors, avec I est un ensemble fini. Attention, là, donc c'est très important de préciser ça. Donc, avec I est fini. Donc, c'est un ensemble fini d'indices. Et puis, FI, c'est dans E'. Donc, c'est des formes linéaires continues donc, par rapport à un nombre d'origine de E. Et OI, ouvert de R, des ouverts de R. Ici, bien sûr, quel que soit I. Donc, voilà donc comment elle est fait notre ensemble B. C'est une réunion, qui peut être finie ou infinie, de parties de E qui sont de cette forme. Donc, une intersection finie de FI-1 de OI, avec FI, donc c'est des formes linéaires continues par rapport à la norme d'origine de E, et OI, c'est des ouverts de R. Maintenant, je regarde B, c'est une boule ouverte centrée en origine de E. Donc, en particulier, vous avez l'origine de E est un point de B. Donc, mais comme l'origine de E appartient à B, et B, on a dit que c'est une, alors on revient en arrière, B, c'est une réunion d'ensemble de cette forme. Donc, l'origine de E appartient à un certain ensemble de cette forme. Donc il existe I0, un ensemble fini d'indices tel que l'origine appartient à cette intersection de FI-1 de OI, I dans I0. Et ça, bien sûr, ça fait partie, c'est inclus dans P. Donc, j'ai ça. Bon, ça peut-être, je vais en avoir besoin plus tard. Maintenant, je regarde l'appartenance, l'origine appartient à cette intersection finie. Qu'est-ce que ça veut dire? L'origine de E appartient à FI-1 de I. Pardon, c'est une intersection, I dans I0. Alors, ça, c'est équivalent à dire que l'origine de E, ça appartient à FI-1 de OI, quel que soit I dans I0. Et ça, c'est équivalent à dire que FI de 0, ça appartient à OI, quel que soit I dans I0. Mais les FI sont des formes linéaires continues. Formes linéaires. Donc, l'image de l'origine, c'est 0. Donc, en fait, ça veut dire que 0 réel, le 0 réel, appartient à I, quel que soit I dans I0. Alors, maintenant, je poursuis avec les implications. Donc, ici, vous avez en fait, je peux écrire ça autrement, c'est-à-dire, vous avez 0 de E, 5 inclus, alors je vais dire en arrière, c'est inclus dans OI. C'est inclus dans OI, quel que soit I dans I0. Alors, ça implique quoi? Je prends donc F-1, je prends l'image réciproque des deux côtés. Donc, en fait, quand je prends FI-1 ici, j'obtiens le noyau. Donc, le noyau de FI, je prends FI-1 de cet ensemble. Donc, je vais obtenir le noyau de FI est inclus dans FI-1 de OI, quel que soit I dans I0. Et maintenant, je passe à l'intersection. Donc, intersection des noyaux de FI, I dans I0 est inclus dans l'intersection des FI-1, des OI, I dans I0. Et ça, c'est inclus donc, dans B. Donc, en fait, B contient cet ensemble-là qui est une intersection de noyaux. Voilà. Ça, c'est important. Bon, maintenant, je regarde les FI. Les FI sont des formes linéaires. Donc, une forme linéaire est ou bien nulle. Dans ce cas-là, son noyau, c'est l'espace tout entier. Mais l'espace tout entier est de codimension 0. Là, je raisonne par rapport à la codimension.
Donc, la codimension d'un sous-espace F de E, je rappelle que c'est la dimension de l'espace quotient. Donc, je raisonne par rapport à la codimension. Alors, j'ai dit, si Fi, c'est une forme linéaire, alors, ou bien elle est nulle, identiquement. Dans ce cas-là, son noyau, c'est l'espace tout entier, et donc de codimension 0. Ou bien elle n'est pas nulle. Dans ce cas-là, son noyau, c'est un hyperplan, et un hyperplan, il est de codimension 1. Donc, dans tous les cas, le noyau de Fi est de codimension finie. Le noyau de Fi, c'est toujours de codimension finie. Et comme ici, vous avez une intersection finie, alors intersection finie d'espace de sous-espace de codimension finie reste de codimension finie. Alors, on va écrire ça. Mais cœur de Fi, dans I0, est de codimension finie. C'est un sous-espace de E, un sous-espace vectoriel de codimension finie. Donc, qui est égal soit 0, soit 1. Donc, l'intersection finie, attention, c'est parce que l'intersection est finie ici. Donc, cœur de Fi, une intersection finie de sous-espace de codimension finie. Ça, c'est une intersection finie de sous-espace de codimension finie et de codimension finie. Et de codimension finie. Ça, on peut le démontrer. Quand vous intersectez un nombre fini de sous-espaces de codimension finie, ça reste de codimension finie. Mais comme E est de dimension infinie, donc la dimension de cet espace est infinie. Mais puisque dimension de E est infinie, alors cette intersection-là, on a dit qu'elle est de codimension finie, donc elle est de dimension infinie. Et donc ça, c'est un sous-espace vectoriel de E, et de dimension infinie. En fait, je n'ai pas besoin de montrer cette assertion très forte, qui est le fait que c'est que de dimension infinie, qu'il est de dimension infinie. J'ai juste besoin de montrer qu'il est non nul. En particulier, cette intersection, donc qui est un sous-espace vectoriel de E, alors, puisqu'il est de dimension infinie, donc il est non nul. En fait, ça, c'est suffisant pour conclure. Le fait qu'il est non nul, un sous-espace vectoriel non nul, il est forcément non borné par rapport à n'importe quel nombre. Pourquoi? Parce que vous prenez un vecteur non nul dans ce sous-espace, vous pouvez multiplier ce vecteur non nul par un réel assez grand, aussi grand que vous voulez, vous allez obtenir donc un élément de ce même sous-espace qui va être de norme aussi grande que l'on veut. Donc, un sous-espace non nul, c'est toujours non borné par rapport à n'importe quel nombre. On va écrire ça, puisque c'est non nul, d'où ce qui entraîne que ce sous-espace, donc intersection du noyau de Fi, est non borné par rapport, c'est un sous-espace vectoriel de E, est non borné par rapport à n'importe quelle norme de E. N'importe quelle norme de E. En particulier, par rapport à N, la norme N. En particulier, ce sous-espace vectoriel de E est non borné par rapport à N. Donc, E, N. Puisqu'il est non borné, mais il ne faut pas oublier que B contient cet espace, ce sous-espace. Alors, on revient en arrière pour trouver ça. Où est-ce que j'ai mis ça? Voilà, il est là. Donc, vous voyez, B, ça contient ce sous-espace. Comme ce sous-espace est non borné par rapport à N, donc B, d'où B est non borné par rapport à N. D'où, donc, puisque B contient ce sous-espace,
B est aussi, a fortiori, non borné dans EN. Mais ça, c'est une contradiction parce que B, c'est une boule ouverte par rapport à N. Contradiction, car B, on a dit que c'est une boule ouverte, c'est la boule ouverte de l'origine de rayon 1. Donc, elle est bornée par rapport à N. Donc là, on a trouvé que B est non borné, mais on sait qu'il est en fait borné parce que c'est une boule ouverte par rapport à N. Et donc, cette contradiction conclut que donc, tout n'est pas engendré par une norme. Ce qui conclut que tout, on va dire, n'est pas normable, c'est-à-dire qu'elle n'est pas engendrée par une norme 2. Voilà, donc ainsi s'achève cette solution. Je vous retrouve dans quelques semaines pour un autre exercice. Portez-vous bien et à bientôt.